Maintenant, on va aborder grand B, la publicité et le cycle de vie. L'action publicitaire, l'action de communication et le cycle de vie. Alors, la courbe de cycle de vie du produit, vous la connaissez, vous l'avez sans doute déjà vue en marketing. Vous savez qu'au départ, l'entreprise place ses produits, c'est la phase d'introduction. Ensuite, vous avez la phase de croissance, quand le produit commence à décoller. Puis, vous avez la phase de maturité. Alors, cette phase de maturité, ici, elle est représentée de façon assez courte, mais en général, elle est beaucoup plus longue que ce simple segment. Et puis, vous avez la phase de déclin, donc où, à un moment donné, il faut décider d'arrêter les ventes ou relancer. Je vais en reparler tout à l'heure. Alors, comment on met en place une action de communication en tenant compte du cycle de vie du produit? Eh bien, si nous sommes en introduction, c'est-à-dire en lancement d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire que je vous rappelle que l'aspect cognitif joue sur le produit ou sur le nouveau service d'un produit déjà connu. Donc, la cognition, c'est faire connaître. Et là, les investissements sont forcément très importants. Alors qu'en phase de croissance, là, le produit est déjà connu. Donc, il faut lancer les ventes, il faut augmenter les ventes, c'est l'aspect conatif, et renforcer l'affectivité, l'aspect affectif. Pour cela, il faut faire plutôt apprécier le produit, développer, faire apprécier. Là, les investissements restent toujours effectivement très importants. Enfin, quand nous arrivons sur la phase de fidélisation, la phase de maturité, pardon, nous sommes dans plutôt une politique de fidélisation offensive ou défensive. On maintient le rythme, on fait évoluer éventuellement la demande. Donc là, ce sont des investissements un petit peu plus de croisière, sachant que des investissements de croisière, ça peut être important. Regardez le secteur automobile. Le secteur automobile investit énormément d'argent dans la communication commerciale. On considère qu'à peu près un tiers du prix des voitures, ça sert à payer la pub, la communication et l'action de négociation, toutes les actions commerciales. Alors c'est énorme parce que ça veut dire qu'une voiture qu'on paye 15 000 euros, on pourra la payer que 10 000. Ouais, mais en même temps, si on la vendait que 10 000, les gens ne le sauraient pas, vu la situation du marché actuellement. C'est une histoire un petit peu compliquée du serpent qui se mord la queue, là, mais on fait de la pub parce que on est obligé, parce que tout le monde en fait. Enfin, nous arrivons sur la phase de déclin. Bon, là, déclin, ça veut dire que soit on arrête, soit on relance. Alors, éventuellement, on peut relancer. Bon, ça veut dire que dans ces cas-là, on va relancer et on va essayer de faire repartir les courbes, les ventes. Bon, là, je vais un peu haut, mais ça arrive. Sinon, si on est en cessation, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, par définition, on n'a plus besoin de faire de publicité. Alors, il y a néanmoins des cas particuliers. Il y a un exemple célèbre, c'est celui de la 4L de Renault. Quand Renault a cessé la production des 4L, Renault a fait une campagne pour dire voilà, écoutez, la 4L, regardez, pendant plusieurs décennies, ça a accompagné vos vacances, ça a accompagné les mouvements sociaux comme les mouvements hippies, comme Woodstock, etc. Donc, on a fait une campagne. En fait, Renault faisait de la publicité pour sa marque. Mais en même temps, c'était pour dire, voilà, vous avez vu, on a créé une voiture qui a marqué les esprits, une voiture qui a marqué une époque. Donc, c'était une façon pour Renault de communiquer et puis aussi de dire que sa marque, la marque Renault, était une marque solide et reconnue par tout le monde. Mais c'est un cas vraiment particulier pour annoncer justement la cessation et l'arrêt du véhicule. Alors, là, toujours page 20, enfin plutôt page 20 puisque c'est la page suivante et non pas page 19 comme c'est indiqué par erreur. Vous avez le cycle du marketing et de la communication. Au préalable,
Ce qui est intéressant, c'est de parler d'abord de l'ère artisanale, hein, que vous avez ici. L'ère artisanale, le premier de ces éléments, qui est qui est l'époque où ben, chacun s'est spécialisé dans son métier. Le boulanger fait son pain, le maréchal ferrant fait les travaux de forge, le cordonnier fait des chaussures, etc. Et puis ben, on échange, on troque ou on vend sa marchandise pour en acheter d'autres. La révolution industrielle arrive par là-dessus et on passe à une société où on va bon, consommer beaucoup, c'est-à-dire que c'est les prémices de la société de consommation, et où nous allons produire surtout en masse. Alors avant d'arriver au marketing de masse, je voudrais juste faire un petit point sur l'après-Fordisme. Henry Ford fabriquait des voitures et à une époque où il n'avait pas de problème de débouché. L'offre, c'est le cas de figure numéro 1 sur votre poli, l'offre était inférieure à la demande, donc il était sûr de vendre ses voitures. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire « Mes clients pourront choisir la couleur de leur voiture pourvu que ce soit le noir ». Vous connaissez sans doute cette phrase célèbre. Bon, il pouvait se permettre de le dire parce qu'il a été sûr des débouchés. Et puis ça lui permettait de faire des économies, d'avoir comment ça s'appelle, des coûts de standardisation qui diminuaient ses coûts de production. Voilà. Mais on est passé très rapidement à du marketing de masse, à une consommation de masse, où l'offre a d'abord été égale à la demande sur une courte période, avec des nécessités d'ajustement, d'avoir une politique commerciale d'accompagnement, où on arrive aujourd'hui, et ça depuis longtemps, où l'offre est largement supérieure à la demande, à la capacité d'offre est supérieure à la demande, et c'est l'apogée du marketing parce qu'il faut vendre, il faut faire connaître ses produits. Alors, nous arrivons là, effectivement, au marketing de masse. Le one-to-many, ça veut dire que c'est le début de la publicité. On communique auprès du grand public, auprès de tout le monde sans distinction. Alors, ça veut dire que c'est la publicité média pour commencer. Hein. On présente les produits en termes de services qu'ils vont rendre, mais aussi en termes d'image qu'ils peuvent véhiculer, l'image qu'ils peuvent conférer au public. Et puis, c'est le début aussi du sponsoring, de l'événementiel, du parrainage, du mécénat, parce que il faut se distinguer par rapport aux autres. Donc, les entreprises consacrent une partie de leur budget à la communication. Mais tout ceci coûte cher. La concurrence étant très forte, et puis c'est peut-être pas la peine d'aller taper là où on n'aura pas de clients. Alors, on va développer le marketing de la différenciation avec, là, ce qui apparaît en jaune, le one to few. One to few, c'est-à-dire qu'on communique un vers quelques, c'est-à-dire vers une cible déjà prédéfinie. Alors, les laboratoires pharmaceutiques font ça depuis longtemps, par la force des choses, parce que ce n'est pas nous qui achetons les médicaments, ce sont les médecins qui nous les prescrivent. Donc, les laboratoires pharmaceutiques font de la communication très importante auprès des médecins. Voilà. Alors, d'autres entreprises se sont dit, ben, nous aussi, on pourrait peut-être mieux cibler nos clients. Et au lieu de faire des publicités qui coûtent très cher, on peut faire des colloques, des réunions, des séminaires, des salons, hein, c'est-à-dire des choses beaucoup plus ciblées où on va toucher un public plus restreint mais plus sûr en termes de débouchés. Hein. Et donc tout ça, ce sont des opérations de relations publiques. C'est ce qu'on appelle la relation publique. Aujourd'hui, nous arrivons à un marketing relationnel ou one-to-one, hein, grâce aux nouvelles technologies. Alors, ça a pris les formes il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années de communication transactionnelle, hein, comme politique d'abonnement, télémarketing, télévente, phoning, etc. Une politique relationnelle par du marketing direct, hein, où on envoie des mailings, des courriers personnalisés,
des stratégies d'accueil, de prise en compte des données de chaque consommateur. Alors maintenant, on va encore plus loin que cela, puisque vous avez tous, sans doute tous, vu cela, ce sont les publicités ciblées. Vous êtes sur un site internet, vous cherchez à vous acheter ou vous vous renseignez pour une paire de chaussures, tout en vous disant que vous n'allez sans doute pas l'acheter, mais bon, vous voulez avoir des renseignements. Alors vous regardez, chaussures hommes, pointure 43, bon, et puis comme dans 90-95% des cas, vous allez fermer le site sans acheter de chaussures et vous allez sur un autre site. Et là, vous voyez apparaître au sein de ces sites des publicités sur des chaussures pointure 43, exactement la même chose que ce que vous avez recherché auparavant. Ce sont des publicités ciblées. En fait, les publicités ne sont pas faites à l'avance. L'algorithme calcul est en train de rechercher ce que vous avez fait comme recherche. Et alors, il va dire, tiens, chaussures, pointure 43, bim, il trouve un visuel de chaussures, il sort l'intitulé du produit, et il vous fait un lien vers une enseigne connue, celle qui aura payé pour cela éventuellement. Mais tout n'est pas fait à l'avance parce que vous imaginez, vous avez cherché des chaussures de couleur marron, pointure 43, et comme par hasard, c'est une pointure, c'est le modèle qui vous est présenté. Donc, évidemment, c'est l'algorithme qui fait tout cela au dernier moment. Mais ça peut se faire très très rapidement puisque je vous en parlerai en TD avec des exemples précis et ça se fait en quelques nanosecondes tout cela. Voilà. Donc ça fait partie de l'évolution de la communication et aujourd'hui, on va vers ce type de communication. C'est très important de le savoir.